On est vraiment ravis de voir une salle aussi pleine. Je voudrais remercier Monsieur Alain Juillet d'avoir accepté l'invitation de nos étudiants. Vous avez beaucoup de chance ce soir d'écouter une conférence passionnante sur un sujet que nous traitons pas beaucoup en bachelor, mais qui est d'importance pour vous. Et un grand merci également au MUN d'avoir organisé cette conférence. Félicitations à vous. Je vais laisser Satine Prigent, présidente du MUN, présenter notre intervenant ce soir. Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Alain Juillet, une figure incontournable dans le domaine de l'intelligence économique. Pour évoquer brièvement votre parcours, vous avez débuté votre carrière dans la haute fonction publique, en intégrant le ministère de la Défense. Vous avez ensuite accédé à des fonctions de premier plan en tant que directeur du renseignement au sein de la DGSE. En 2002, vous avez été nommé haut responsable de l'intelligence économique auprès du Premier ministre, jouant un rôle déterminant dans la mise en place de la stratégie nationale et la protection des intérêts économiques français. Votre expertise profonde en intelligence économique, alliée à votre capacité d'anticiper les enjeux globaux, a fait de vous une voix clé dans ce domaine. Aujourd'hui, vous continuez à partager votre savoir en tant que conférencier et en tant que consultant, aidant les entreprises et gouvernements à naviguer dans un paysage mondial de plus en plus complexe. Afin de présenter rapidement ce que c'est l'intelligence économique, j'aimerais citer un pionnier de ce domaine, Christian Arbluot. L'intelligence économique, c'est l'art de comprendre et de prévenir, non seulement les menaces économiques, mais aussi d'anticiper les opportunités pour mieux se positionner dans un monde compétitif. Monsieur Juillet, vous incarnez pleinement cette citation. Vous êtes ici ce soir pour témoigner de votre expérience, pour expliquer votre parcours et partager avec nos étudiants la manière dont l'intelligence économique contribue à la compétitivité et à la sécurité des États et des entreprises. Il nous semblait essentiel, en tant que présidente du MUN, d'offrir à nos membres une meilleure compréhension de cette discipline clé, souvent méconnue, mais essentielle dans la prise de décision stratégique dans un monde en constante évolution. Ainsi, au nom du MUN, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de vous parler un peu effectivement d'intelligence économique avec les relations internationales. Mais si vous voulez, avant de commencer, parce que moi c'est la deuxième fois que je reviens à l'Îlerie, parce que j'avais été une fois parrain de la promo, il y a très longtemps. Et il y avait à l'époque le vrai parrain de l'école, à cette époque-là, il s'appelait Antoine Sfer, c'était un Libanais, un ancien journaliste libanais qui était venu en France, que moi j'avais connu au Liban en faisant le coup de feu à l'époque, dans une sombre histoire. Et on avait sympathisé, je l'avais retrouvé à Paris, et puis un jour il m'avait dit « il faut que tu viennes à l'Îlerie quand même, c'est formidable, tu verras, c'est l'école dont on s'occupe et tout ». Il s'occupe de relations internationales. Je m'étais retrouvé évidemment, à la parrain de la promo. Et ce que j'avais dit à l'époque, et je pense en vous voyant tous, je pense que vraiment vous avez une chance extraordinaire parce que vous êtes en train d'arriver sur le marché du travail, sur le marché de la vie en définitive, de la vie professionnelle, à un moment extraordinaire parce que tout est en train de changer. Il y a des milliers d'opportunités qui s'ouvrent partout, dans tous les sens. Et pour ceux qui sauront les saisir, l'avenir, il est formidable. Alors je vous dis ça parce que j'entends tellement de gens qui vous disent c'est catastrophique, tout va mal et tout. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, au contraire, les choses vont bien. Mais simplement, bien sûr, dans notre pays, il y a plein de problèmes, mais ailleurs, il y a plein d'opportunités. Et même dans notre pays, il y a aussi des opportunités pour ceux qui savent les chercher. Alors justement, et là on rentre en plein, si vous voulez, dans nous, ce qu'on appelle l'intelligence économique. Parce que comme l'a rappelé la présidente, et comme le disait, et comme le dit toujours d'ailleurs mon ami Arbulot, en définitive, l'intelligence économique, c'est quelque chose qu'on applique maintenant dans pratiquement tous les pays du monde. Les Américains, ils le font depuis 1985 à peu près. Les Chinois, on leur a montré la voie en 2002, 2003, mais depuis, ils ont appris beaucoup plus vite que nous. Ils sont bien meilleurs que nous maintenant. Quand vous voyez les Allemands, ils sont redoutables, sans aucune pitié d'ailleurs. Tous les pays étrangers, on voit qu'ils ont développé l'intelligence économique parce qu'ils ont compris que c'était le meilleur moyen pour pouvoir être plus efficace. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous convaincre dans un premier temps, dans ce temps qu'on va passer ensemble. Moi, vous parlez d'intelligence économique et de relations internationales, et puis derrière, je vais répondre à toutes vos questions dans la deuxième partie, parce que je suppose qu'il y aura beaucoup de questions, vu que moi, je vais oublier dans tout ce que je vais vous dire, j'oublierai quantité de choses, et après, ce sera intéressant, justement, de pouvoir y répondre. Alors,
l'intelligence économique, en définitive, c'est extrêmement simple, mais en même temps, ça paraît très compliqué. C'est quoi? C'est uniquement d'aller chercher les bonnes informations partout où elles existent pour donner ou permettre aux décideurs, quels qu'ils soient, de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que l'intelligence économique, ça marche aussi bien au niveau du boulanger ou du gars qui veut monter une boulangerie, que ça marche au niveau d'un ambassadeur, que ça marche au niveau d'un militaire, ou que ça marche dans la culture. Parce que la culture aussi, on pratique l'intelligence économique. Donc, en réalité, donc ça va être, et c'est ça, c'est la recherche de toutes les informations utiles que l'on peut trouver. Or, Dieu sait si aujourd'hui, dans le monde moderne, avec le big data, la multiplication des données dans tous ordres, avec les systèmes de recherche que nous avons, les logiciels de recherche, les clouds, dans le cloud, dans les softwares, enfin bref, dans l'ensemble de tout ce qu'on peut utiliser comme outil, on a aujourd'hui des capacités de recherche et d'analyse, de traitement de l'information qui sont incroyables. Et simplement, il faut savoir les utiliser. Et savoir les utiliser, au-delà de la technique, ben là je sais qu'il y a des gens qui pratiquent l'intelligence économique, des étudiants, donc vous connaissez les méthodes, mais au-delà de la méthode, dans le fond c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement d'avoir les yeux ouverts, de regarder ce qui se passe, d'être curieux pour essayer de comprendre, d'accepter que d'autres puissent être totalement différents de nous, que les faits qu'on voit et qu'on découvre ne soient pas ceux qu'on aurait souhaité, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et à partir du moment où on a cette ouverture d'esprit, à partir du moment où on est capable de se remettre en cause, à partir du moment où on a compris que l'autre, il n'est pas comme nous, mais qu'il faut l'admettre comme différent de nous, parce que c'est sa réalité à lui, et sa réalité à lui, c'est pas la nôtre, c'est autre chose. Et alors quand on commence à être dans cette démarche, alors il suffit de gratter pour comprendre, et dans les relations internationales en particulier, eh bien, si vous faites ça, vous commencez d'abord, quand vous arrivez dans un pays, avant d'y aller, vous commencez par vous informer sur le pays. Et vous informer sur le pays, c'est pas seulement de lire le journal, c'est de découvrir l'histoire du pays. Parce que chaque peuple, chaque pays a une culture. Et si vous n'avez pas compris la culture, si vous croyez que la vraie culture c'est la vôtre, alors ne faites pas d'intelligence économique. Pour moi, ne faites pas de relations internationales parce que vous allez vous planter. Le secret, c'est justement de se dire, chacun est différent, je dois comprendre les clés qui font qu'il réagit comme ça, les clés qui font qu'il pense comme ça, et à ce moment-là, eh bien, évidemment, tout semble beaucoup plus facile. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne veux pas être trop philosophe ou autre. Je me souviens, quand j'avais commencé, quand j'étais, je ne veux pas casse moi un secret, un moment de ma carrière, j'étais directeur export du groupe Pernod Ricard, et mon patron, qui était le fils d'un actionnaire, donc quelqu'un de très respectable, mais qui n'était pas forcément un grand champion de la connaissance internationale, il me dit, on va au Japon. Parce qu'on a trouvé un agent au Japon, on va au Japon. Très bien. On part au Japon, on arrive, on est reçu bien sûr dans l'immeuble énorme de la société en question, on est reçu et on nous fait monter dans le bureau du président qui était au dernier étage. Jusque-là, c'est banal. Bon. On se retrouve dans le bureau du président, il nous offre le thé. Normal. Ailleurs, ça aurait été le café, ailleurs, ça aurait été un whisky, mais là, c'était le thé. Bon. Et puis, mon président, à l'européenne, à l'occidentale, tout de suite démarre en disant, vous savez, on est venu pour parler ensemble du projet de contrat qu'on va faire avec vous, parce qu'on va faire ci, on va faire ça. Et pendant une demi-heure, il explique sa stratégie pour le Japon. Et l'autre, le président japonais, il faisait oui. Il bougeait la tête comme ça, il faisait oui. Bon, ça dure une demi-heure, il avait dit oui à tout. Bon, alors on avait terminé notre thé et mon chef m'a dit bon ben ça y est, tu as vu, il a tout accepté, c'est plus la peine de continuer. Maintenant on enverra derrière les gars pour faire signer, les avocats pour faire signer les papiers, tout est fait. Et à l'époque, je lui avais dit méfiez-vous quand même, c'est peut-être pas ça. Mais si, c'est évident, il est avec nous. Bon, on est ressorti et évidemment ce que je pensais s'est passé.
c'est qu'on n'a rien obtenu du tout. Pourquoi? Parce qu'au Japon, comme en Chine d'ailleurs, on ne dit jamais non. C'est une question de politesse et de culture. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites oui. Alors quand quelqu'un vous reçoit, eh bien forcément il vous dit oui. Sauf s'il est totalement occidentalisé, mais c'est très rare, hein, surtout chez les Japonais, parce qu'ils ne parlent même pas anglais pour la plupart d'entre eux. Hein, bien qu'ils soient, je dirais, contrôlés par les Américains depuis la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Japonais, il nous disait oui, parce qu'il était obligé, il ne pouvait pas dire non. Et donc, on était complètement faux par rapport à ce qu'il pensait. Pire encore, quand vous connaissez les sociétés, le fonctionnement des sociétés japonaises, c'est de la culture, vous travaillez, vous informez avant, vous faites de l'intelligence économique. Hein. Alors, vous posez plein de questions. Bon, vous arrivez, et puis vous voyez le chef. Vous dites, comme aux États-Unis ou en France, le président, c'est la personne importante. Ah ouais? Eh bien, pas au Japon. Au Japon, ce sont les contremaîtres qui décident de tout. Ce sont le niveau bas, hein, qui va décider, ils vont se réunir entre eux, ils vont décider, on fait remonter la décision à l'échelon supérieur, et échelon par échelon, la décision remonte jusqu'au président. Et le président n'a absolument pas le droit d'intervenir dans un sens ou dans un autre. Il n'est que le porte-parole de son entreprise, c'est-à-dire de toute la hiérarchie qui lui a fait passer le message. Donc quand vous arrivez, d'un côté, il ne peut pas vous dire non, et d'un autre côté, vous lui expliquez une stratégie, il ne peut pas répondre puisqu'il n'a pas le droit de répondre, ce n'est pas son problème. Alors bien, en vous racontant ça, eh bien, vous pouvez comprendre, quand vous ne savez pas, vous pouvez comprendre pourquoi tant d'entreprises occidentales se sont plantées au Japon. Et oui, elles se sont plantées au Japon parce que justement, ils ne voulaient pas pratiquer ces méthodes. Et je me souviens de Carlos Ghosn, vous connaissez tous, je pense, Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault. Lui, on l'avait envoyé au Japon parce que Toyota était en train de couler. Alors il est arrivé, il savait quand même, hein, par ses origines brésiliennes, il savait quand même que c'était pas comme en France. On l'avait quand même donné quelques messages. Mais quand il est arrivé, il a dit, attends, je vais faire ça à la japonaise, ok, on va faire passer par en dessous les échelons et tout, hein, mais j'obtiendrai par la force ce que je veux. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 15 jours? Eh ben, il y a les groupes criminels, il y a les Yakuza, parce que les Yakuza, la mafia, si vous voulez, japonaise, elle est dans le pays exactement comme les autres. Elle vit, c'est pas du tout comme chez nous. Hein. La mafia, à pignon sur rue, est reçue par le Premier ministre, et ainsi de suite. Ah, les Yakuza, c'est quelque chose. Et un des chefs Yakuza a envoyé un message à Ghosn en lui disant « Vous avez 15 jours pour arrêter vos pratiques, sinon on vous tue ». Alors, pareil, Ghosn, il s'est un peu affolé quand même. Il n'avait pas l'habitude, comme chef d'entreprise, qu'on lui dise des choses pareilles. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir, alors par contre, un gars qui connaissait très bien le Japon. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, vous en faites pas, c'est moi qui vais aller négocier avec les Yakuza. Toujours pareil, on passe par un échelon en dessous. Et il a négocié, et tout s'est arrêté. Et Ghosn, comme vous savez, a une magnifique réussite au Japon, en appliquant les méthodes japonaises sur le plan du management des hommes. Alors, je vous dis ça parce que ce que je vous raconte là, j'aurais pu prendre le même exemple avec la Chine. Je me souviens quand on commençait à négocier avec la Chine à l'époque, hein, bon, c'est des époques révolues pour vous, vous n'étiez pas là pour la plupart, hein, mais pour être tout à fait honnête, dans les années 80, bon, on négociait en Chine, et en Chine, il y avait des réunions, on avait en face de nous, on était 2 ou 3, et on avait en face de nous une quinzaine de gens. C'était les gens de la société ou de la technologie, du projet qui représentaient les Chinois. Bon, et tout le problème, c'était qu'il y en avait un qui parlait pour tous les autres. Il y avait l'interprète d'abord, personne ne parlant officiellement l'anglais, ou le français encore plus. Bon, il y avait l'interprète, ok, et on savait que l'interprète ne traduisait pas réellement ce que disaient les gens. Parce qu'elle ne pouvait pas dire, elle ne pouvait par exemple pas reconnaître en Chine, un interprète ne peut pas reconnaître qu'il y a des fautes de la part des Chinois ou qu'il y a des erreurs dans la réaction des Chinois. Ça doit être parfait. Le chinois est forcément parfait. Donc quand vous négociez, c'est difficile de dire alors quel problème vous avez sur cette usine, et on vous répond mais aucun problème, l'usine marche parfaitement bien. Vous dites mais c'est pas vrai, j'ai vu ça et ça et ça. Non, c'est que vous avez mal vu. C'est facile pour discuter.
Hein. Eh bien, donc vous avez l'interprète, vous avez la personne qui négocie. Très bien. Et avec toujours le oui dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, toutes les 2 heures, on arrête la négociation, on dit on va prendre chacun le thé dans notre côté, et les Chinois entre eux, ils se réunissent. Nous, on se réunit et on envoie quelqu'un de chez nous, voire quelqu'un de chez eux de l'autre côté, en disant, dites, le oui de tout à l'heure, ça voulait dire quoi? Et dans le couloir, parce que là, il n'y a plus question de perdre la face, dans le couloir, votre interlocuteur va vous expliquer la réalité de la position. Par exemple, bah oui, c'était un non absolu, ou au contraire, oui, bah c'est pour être peut-être, mais à telle et telle condition. Donc, on va faire une négociation parallèle à l'intérieur, dans le couloir, et après, on va se réunir de nouveau comme si rien ne s'était passé, et pour pas faire perdre la face aux Chinois, on va dire, voilà, on a réfléchi, on s'est réunis entre nous, on a réfléchi, et on va sortir la position qui correspond à ce qu'ils attendaient, au oui tout à l'heure, au qu'ils répondaient. Et à ce moment-là, les choses avancent, parce qu'ils ont un grand sourire, ils disent, ça y est, ceux-là, c'est des blancs intelligents, ils ont compris, enfin les longs-nez, comme ils disent, hein, les longs-nez intelligents, ils ont compris, on va pouvoir travailler. Le problème, c'est qu'ils sont 15, et que vous avez l'impression aussi que celui qui parle, ben, c'est le négociateur. Hein, parce qu'il y a le représentant du parti qui est dedans, qui lui ne parlera jamais durant toute la réunion, mais c'est lui le chef. Donc un autre jeu, c'est d'essayer de repérer dans tout le groupe de négociation celui qui est le chef, le vrai chef, le membre du parti, hein, parce que pour regarder comment il réagit, alors ils réagissent souvent, ils ne bougent pas beaucoup la tête, hein, mais au moins pour essayer d'imaginer un peu comment lui est en train de réagir par rapport à ce qu'on propose. Alors je vous cite ces 2 exemples pour vous dire que si vous n'avez pas fait cet effort de compréhension de la culture locale, si vous n'avez pas si vous n'avez pas appris par avance comment ça se passe, eh ben vous allez tout perdre. Et toujours pour vous raconter une autre histoire sur cette région du monde, à l'époque, je dis chez Pernod Ricard, et on vendait, alors en Chine, on vendait du cognac. Moi, j'étais parti là-bas pour implanter du vin. Il marche très bien. Il s'appelle le Great Wall. On fait des scores extraordinaires maintenant. On a appris aux Chinois à faire du vin à l'européenne. C'était très amusant et très intéressant. Mais en même temps, hein, on vendait du cognac. Et l'homme de marketing, vous savez, le français du marketing qui vendait les bouteilles, avait une idée de génie. Il avait dit, on avait à l'époque des étiquettes rouges pour le cognac. Hein. Et il nous avait dit, c'est affreux, les étiquettes rouges, c'est absolument pas beau. On va faire des étiquettes blanches, parce que là, les lettres se voient, la marque se voit, c'est formidable. On était en plein marketing. Hein. Bon, alors, bien sûr, on change les étiquettes, on envoie ça en Chine, et la catastrophe, l'agent chinois nous dit, je ne peux pas vendre vos bouteilles, votre stock, vous le reprenez, je ne le vendrai jamais. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est la couleur de la mort, alors que le rouge, c'est la couleur de la vie et du bonheur. Et quand on vendait hein, des bouteilles avec des étiquettes de couleur rouge, ça plaisait à tout le monde. Avec des couleurs noires, ça ne plaisait pas. Et je me souviens, c'est-à-dire que, vous voyez, pour raconter des histoires là-dessus, c'est qu'un jour, j'étais au Nigeria. J'ai monté une usine au Nigeria pour vendre du Dubonnet. Vous savez, c'est un vin cuit qui s'appelle le Dubonnet. Alors, incroyable, on vendait du Dubonnet au Nigeria, on ne comprenait pas pourquoi, nous. On ne comprenait pas pourquoi, et toujours pareil. Mais parce qu'on n'avait pas assez travaillé la culture du pays. Parce que quand on a été là-bas, puis que je discutais un peu avec tout le monde, j'ai découvert qu'en réalité, c'était l'étiquette que les gens achetaient, c'est pas la bouteille. Parce que sur l'étiquette du Dubonnet, il y avait un chat noir à côté d'une petite écuelle. Et pour les Nigérians, les gens du Nigeria, pour eux, un chat dans la maison, c'est la fidélité de la femme. Et donc ils mettaient tous la bouteille, parce qu'ils disaient comme ça, je suis tranquille chez moi. Alors vous croyez que c'est le produit qui plaît, vous croyez que c'est autre, ben, pas du tout, c'est autre chose. Alors vous voyez, tout ça, j'essaie de vous donner ça au départ pour vous dire que la méconnaissance de ce qu'on a en face est fondamentale. Et je suis très frappé de voir qu'en France, beaucoup de nos concitoyens, quand ils sont à l'étranger, se comportent comme si l'étranger était la France. À tout point de vue. Et c'est désastreux. C'est désastreux parce qu'à partir du moment où vous ne comprenez pas, vous ne faites pas l'effort d'aller vers l'autre, le résultat final sera que vous n'arriverez à rien. Vous échouerez dans vos démarches, ou alors vous aurez des résultats très mauvais par rapport à ce que vous auriez pu avoir, parce que vous n'avez pas fait cet effort d'aller vers l'autre.
et puisque vous faites de l'international, hein, l'Illyrie, vous êtes les rois de l'international, des relations internationales, si j'avais un premier conseil à vous donner à titre personnel, c'est de vous dire dans chaque pays où vous arrivez, de vous dire « pays, je t'aime ». Quel que tu sois, quelles que soient tes habitudes, quelles que soient tes mœurs, quelle que soit ton image, ta culture et tout, je t'adore. Parce qu'à partir du moment où les gens en face comprennent que vous les aimez, les relations changent totalement. Ça, on n'en parle pas assez. Alors, bon, je vais arrêter mes petites histoires là-dessus, mais pour vous dire que ce qui est très frappant, et vous allez voir, ce qui est très frappant, c'est que souvent, dans les relations internationales, comme on n'a pas fait cet effort, cette sensibilité, on ne s'est pas sensibilisé à ce qui se passe, alors on commet des erreurs terribles. Je vais vous en raconter une, c'est plus un secret maintenant, à l'époque ça aurait fait scandale, mais maintenant c'est plus un secret. À l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, on avait l'idée, à l'époque, hein, on avait l'idée de vendre des Rafales, des avions Rafales, des chasseurs, à l'Arabie Saoudite. Parce qu'ils achetaient des avions anglais, des avions américains, on avait dit, nous, on a des avions superbes, c'est vrai, ils sont bons, hein, on va essayer de les vendre. Donc il y avait eu un énorme travail de fait par les Français, les intermédiaires français, les agents commerciaux français, hein, ou les patrons même des sociétés, pour vendre le Rafale. Mais ça bloquait parce que les relations avec la France, entre l'Arabie Saoudite et la France, n'avaient jamais été très bonnes depuis très longtemps. Hein. On n'avait pas de bonnes relations. Et le roi de l'époque se méfiait des Français. Se méfiait parce qu'on avait fait des opérations commerciales, hein, on en avait quand même fait quelques-unes, mais qui avaient été faites par des moyens pas très clairs, et en face, ils le savaient très bien. Donc, ils n'avaient pas aimé, et ils ne nous aimaient pas. Et donc, le problème était comment se retrouver, comment recréer des liens avec le roi d'Arabie Saoudite. Donc, le président de la République va là-bas. C'était bien sûr préparé, hein, un contact de chef d'État, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il arrive dans la grande salle, la salle du trône, hein, à Riyad. Et là, vous savez, si vous connaissez un petit peu, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas d'un côté un grand bureau avec d'un côté une personne et de l'autre, pas du tout des négociateurs. Là-bas, c'est une espèce de grande salle carrée et il y a des coussins, des sofas tout le long. Et tout autour, il y a des chefs de tribu, il y a des gens, des nobles, des gens importants qui sont tout autour. Il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont là, qui vous regardent. Et vous arrivez, alors on fait asseoir le chef de délégation à côté du roi, hein, donc il fait face à la salle, et puis vos collaborateurs, on les met au fond. Donc ça veut dire que le chef de négociation, il a intérêt à connaître son dossier, parce qu'il n'a plus le moyen d'avoir ces gars à côté qui lui passent des notes. Comme si vous avez vu à l'ONU, par exemple, à l'ONU, hein, le directeur de la délégation française, l'ambassadeur qui est le patron de la délégation, il a 4 ou 5 personnes derrière qui lui passent les fiches au fur et à mesure, pour qu'il puisse répondre, qui gratte et qui lui donne les papiers pour répondre. Là, pas question, puisque vous êtes tout seul ici et vos collègues sont là-bas au fond. Donc la discussion commence et ça se passe plutôt bien. Parce que Sarko, quand il connaissait ce dossier, le président, il se débrouille bien. Donc ça se passe plutôt bien. Et à un moment, le roi lui dit, il est 5 heures de l'après-midi, je vous invite à dîner ce soir. C'est pas prévu par le protocole ni rien. Et le roi lui dit, je vous invite à dîner. Et là, Sarko réfléchit 30 secondes, puis il dit, non, je ne peux pas. Parce que je dois rentrer à Paris ce soir, parce que j'ai une réunion, il faut absolument que je rentre à Paris, donc je ne peux pas rester. Je vous remercie, mais je ne peux pas rester. Le visage du roi se ferme. Bon, Sarko s'en va. Bon, en plus, ça, il faut le dire, non seulement il s'en va, mais il s'arrête au Qatar pour récupérer sa femme. Or, le Qatar est l'ennemi, était encore aujourd'hui, hein, est l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite. Donc déjà, non seulement ils refusent de dîner, mais ils arrêtent au Qatar en escale. Et bien sûr, comme il était 8 heures du soir, ils dînent au Qatar. Crime de lèse-majesté, comme on disait en France il y a une époque. En réalité, le drame. Et là, on revient à la culture. Et dans la culture bédouine, alors ils sont tous d'anciens bédouins du désert, hein, les gens d'Arabie Saoudite, les chefs, hein, ils étaient il y a 100 ans, ils étaient dans les déserts, ils vivaient sous la tente. Et d'ailleurs, souvent le week-end, ils repartent sous la tente pour le plaisir. Hein. Eh bien, le roi
Et comme tous les Bédouins, ils savaient quelque chose qu'on connaît depuis 1000 ans. C'est que chez les Bédouins, chez les guerriers, si vous voulez, on ne se bat jamais la nuit. On se bat que le jour. Donc quand la nuit tombe, et de la nuit tombée au lever du jour, c'est là où on se reçoit, sans s'assassiner ou s'entretuer, hein, c'est là où on se reçoit, c'est là où on va discuter, c'est là où on va devenir amis. En définitive, le roi avait proposé à Nicolas Sarkozy un honneur extrême. Il lui disait, on va devenir amis puisque la nuit sera tombée, qu'on pourra à ce moment-là discuter, échanger, mieux se connaître, puisqu'il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de tensions, il n'y aura plus de négociations, puisque c'est la paix jusqu'au lendemain matin. Et on n'a plus vendu de Rafale. Vous voyez, voilà comment on perd un contrat énorme, hein, par une méconnaissance totale, une mauvaise réaction qui est due à une méconnaissance de la réalité. Et entre parenthèses, c'est d'autant plus grave quand on est français, c'est que, vous le savez certainement tous, au Moyen-Âge français, c'était pareil. On arrêtait la guerre, les combats, y compris Jeanne d'Arc et les autres, hein, on arrêtait la guerre à la tombée de la nuit, on la reprenait le lendemain matin au lever du jour. C'était comme ça. Donc, si vous voulez, ce qui se passait chez nous il y a 500 ans, il y a 1000 ans, hein, ils le pratiquent encore parce que c'est resté encore dans leur culture. Nous, on l'a oublié dans leur culture. Mais si vous ne le savez pas, ben vous commettez des impairs et vous perdez un contrat énorme. Après des mois et des années de travail pour pouvoir vendre. Donc, vous voyez, et ça, c'est... Alors, tout ça, eh bien, on revient à l'intelligence économique. Comment on peut le savoir? C'est simple. Il suffit simplement de s'informer, de lire. Je me souviens quand, à une époque aussi, hein, parce que quand il y a eu tous les problèmes avec l'Irak, avec tous ces pays, à l'époque, il y avait, par exemple, nous on disait toujours, les Français, on avait tendance à dire, ah mais nous, vous savez, nous on est venus, on connaît bien le Proche-Orient, on est arrivé à Jérusalem avec les croisades, à tout. Alors, et on disait, formidable, les croisades, quelle aventure magnifique pour les Français. Et c'est vrai, pour nous, ça a été une aventure magnifique qui a marqué toute l'histoire du Moyen-Âge. Ouais. Mais pour les gens de là-bas, ils n'ont peut-être pas gardé le même souvenir. Et il y a un grand auteur français qui s'appelle, enfin c'est franco-libanais, hein, qui s'appelle Amin Maalouf, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'histoire des croisades vue par les Arabes ». Et là, vous découvrez une histoire de cette période qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et pourtant, c'est écrit par un ami de la France, et un véritable ami puisqu'il vit en France. Hein. Et vous découvrez que c'est autre chose. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on a eu tort à une époque et qu'ils avaient raison, c'est pas ça du tout. Il s'agit de connaître les tenants et les aboutissants, parce que quand vous leur parlez, et que quand vous parlez de Godefroy de Bouillon, vous êtes capable de leur parler également de Saladin, Saladin, hein, qui a battu les croisés, et qui était un grand bonhomme, à tout point de vue. Hein. Bon, eh bien, à ce moment-là, vous devenez tout de suite fréquentable, parce qu'ils se disent, ben, celui-là, il a fait l'effort d'être avec nous. Et c'est vraiment... Alors pour ça, on revient à l'intelligence économique une fois de plus, eh bien, il faut utiliser tous ces moyens qui sont à notre disposition et qu'on oublie toujours parce qu'on ne fait pas l'effort de le faire. Et j'ajouterai une chose, si vous voulez, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que dans notre monde médiatisé, ultra médiatisé, l'émotion a remplacé les faits. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit tout le monde se laisser guider par l'émotion, une émotion souvent légitime d'ailleurs, hein, parce qu'on est choqué, parce qu'on est horrifié et tout. Mais du coup, on en oublie les faits. Alors que dans la réalité du monde, celle qui nous sert pour travailler, pour échanger, pour discuter, il faut ne donner aucune part à l'émotion, il faut rester sur les faits, il faut rester factuel. Et croyez-moi, c'est pas facile d'ailleurs, mais croyez-moi, si vous voulez réussir à l'international, soyez factuel. Oubliez hein, ces réactions émotionnelles typiquement occidentales d'ailleurs, hein, et qui sont absolument incomprises dans le reste du monde. Parce que les gens, ils s'appuient sur des choses qu'ils ont vues, des choses qu'ils connaissent. Hein, et à partir de ce moment-là, vous, ben, il faut que vous fassiez pareil. Alors, oui, on le voit dans tous les domaines, hein. On a la capacité aujourd'hui d'avoir toutes ces informations. Si vous grattez, bien sûr, si vous écoutez uniquement que ceux qui font de l'émotionnel parce que c'est leur métier, évidemment, vous ne saurez jamais ce qu'il y a derrière. Mais si par contre, vous prenez soin
Vous vous posez la question chaque fois en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce que j'entends? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est manipulé? Ben, vous allez vous apercevoir très vite qu'une bonne partie de ce que vous entendez dans tous les domaines, hein, là je ne vous parle pas de politique, de social ou autre, dans tous les domaines, vous allez voir qu'une partie de ce que vous entendez, eh bien c'est inexact. À un degré plus ou moins, mais c'est inexact. Et moi souvent, à l'époque, hein, je demandais aux spécialistes de l'intelligence, aux jeunes qui se lançaient dans l'intelligence économique, je leur disais, si vous voulez savoir comment il faut faire, pour acquérir ce que moi j'appelle le doute constructif, c'est-à-dire toujours douter et de chercher à avoir la bonne réponse, eh bien comment vous pouvez faire? C'est très simple. Entraînez-vous un samedi ou un dimanche, vous vous dites en vous réveillant, jusqu'à ce soir, quand j'irai me coucher, tout ce que j'entendrai, je me poserai simplement la question, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien vous allez voir, je prends le pari, ça marche à tous les coups, je risque rien, hein, vous allez voir que dans la journée, un certain nombre de fois, vous direz, mais bien sûr, c'est pas possible, c'est faux. Alors que normalement, si vous n'aviez pas posé la question, ça rentrait comme tout le reste, sans discussion, parce qu'on absorbe des quantités d'informations, et on ne cherche pas celle qui pourrait être vraie ou fausse. Or, en intelligence économique, justement, ce qu'il faut, c'est décerner le bon grain d'ivraie, le vrai du faux. Et on le voit assez facilement à partir du moment où on gratte. Hein? On gratte, c'est-à-dire qu'on va chercher quand quelqu'un vous dit quelque chose, et c'est là un peu une grande leçon qu'il faut avoir, une autre par rapport à tout ça, c'est la curiosité. La curiosité, c'est d'être ouvert sur le reste du monde, alors bien sûr, sur la culture des autres, sur les autres tels qu'ils sont, hein, sur ce que vous entendez, sur les faits. La curiosité d'essayer de détecter ce qu'il y a pour se dire, tiens, ils m'ont dit ça, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je vais vous donner un exemple tout bête qui vient de se passer maintenant, hein, pour montrer comment ça marche. Sur un exemple qui est un peu particulier, mais ouais, je peux vous donner, après tout, il n'y a pas de problème. Hein, quand il y a eu le bombardement par les Iraniens, le tir de 280 à peu près, 180 missiles iraniens sur Israël. Vous avez tous entendu, on vous a dit, il n'y a rien eu. Hein, ils ont lancé 280 missiles, le dôme de fer a été d'une efficacité redoutable. Ça, je parle des télévisions françaises. Hein. Dôme de fer est particulièrement redoutable. Il y a eu quelques petits morceaux de fusée qui sont tombés à un endroit. Je crois qu'ils ont blessé un pauvre type dans un champ. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on raconte. Alors maintenant, je vais vous montrer, quand vous faites de l'intelligence économique, où on va. Ça va très vite et vous allez voir. Et tout ça, je vais vous citer les faits. Premier truc, d'abord, vous regardez les images, on vous a montré les images, hein, le soir du tir, et vous voyez qu'il y a des quantités de missiles qui arrivent groupés. Bon. Quand vous faites un tir, ce qu'on appelle en saturation, face à des systèmes antimissiles, ben, le système antimissiles, il a sa limite. C'est le nombre de missiles qu'il va pouvoir tirer pour descendre les autres à un endroit précis. S'il y a des tubes avec 6 fusées antimissiles, ah ben, s'il y a 15 missiles qui descendent, on pourra en toucher que 6. Et les autres, ils passeront à travers. C'est ce qu'on appelle un tir en saturation. Hein, c'est ce qui s'est passé. Alors ça, quand on le voyait très bien à la télévision, parce qu'on vous disait, non, mais ça, c'est le dôme de fer qui... Alors on voyait effectivement les explosions du dôme de fer, mais derrière, on voyait d'autres fusées qui continuaient à descendre, et puis on voyait des explosions qui n'étaient visiblement pas des morceaux, hein, c'était des grosses explosions. Donc, premier constat, si vous voulez, quand on voit les images, c'est bizarre, on nous dit qu'il n'y a rien eu, mais c'est pas normal. Bon. Après, quand vous êtes curieux, vous lisez le compte-rendu de Tsahal. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Tsahal? Lui, il ne dit pas, on a tout cassé. Hein. Il vous dit, la majeure partie des missiles ont été descendus par les dômes de fer. Ah, tiens. Donc, c'est qu'il y en a qui sont passés, évidemment. Mais c'est tout ce que vous savez. Alors, vous continuez, vous cherchez, vous dites, mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Iraniens, ils vous disent, on a tiré sur des sites militaires. Ils vous disent rien de plus. Hein. Bon. Et puis, vous avez, je vous cite les noms, hein. Vous avez Pierre Lelouch, qui est un homme bien informé, hein, qui a une télévision, à un moment, ils ont tiré sur 3 bases. Une base du Mossad, Netzarim, qui est la base des F-35, et une base de F-16 qui est à côté, à Netvaz. Bon. Ah, donc ils ont tiré sur 3 bases, on connaît les bases. Vous voyez, peu à peu, on comprend. Alors, on continue à chercher.
Et puis on découvre que les Israéliens ont interdit, et ils ont raison, ils sont en guerre, ils ont interdit qu'on puisse faire la moindre photo des zones, évidemment, hein, et de faire des commentaires. C'est interdit, c'est la censure, c'est normal. Bon. Mais il y a un Américain, un professeur américain, qui a sorti 2 jours après, tiré de photos de satellites civils, donc là il n'y a pas de blocage, de censure et autres, des photos de la base de Netzarim, où il y a 34 impacts de missiles et la piste a été coupée en 2. Ça veut dire que sur les 180 missiles, il y en a 34 qui sont arrivés sur une des 3 bases. Vous voyez? Donc ça confirme. À ce moment-là, pour vous montrer le raisonnement, hein, moi je suis en train de vous montrer comment on raisonne. Bon, et on dit, ah ben tiens, alors donc, et les autres? Alors là, les autres, on n'a pas réussi. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas réussi à récupérer des photos ou des trucs des autres. Je pense qu'on en aura bientôt, mais pour le moment, il n'y a rien. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien, si vous faites de l'intelligence économique, d'un côté, on vous a dit, il n'y avait rien eu, ça n'a pas marché. De l'autre côté, on dit non. Il y a une partie, probablement 20 à 30%, ou entre 20 et 30% des missiles qui ont passé le dôme de fer, qui ont touché des cibles. Et comme c'était sur des aéroports ultra stratégiques, il y a peut-être même des avions, des fameux F-35, qui ont été touchés. Ça change complètement la vision des choses. Et ça vous explique pourquoi Netanyahou et Biden discutent toujours pour savoir ce qu'ils vont faire de l'autre côté, parce qu'ils savent que, bien sûr, ils toucheront en Iran, mais ils savent maintenant que les autres peuvent toucher chez eux, ce qui n'était pas arrivé avant. Voyez? Et ça, on ne vous le dit pas dans les communiqués militaires, mais c'est en cherchant que vous pouvez le savoir. Là, on est en plein dans l'intelligence économique appliquée. Vous voyez, je vous fais une mention sur un truc récent. Hein. Bon, mais je peux vous en donner beaucoup d'autres, parce qu'on en a tout le temps des exemples comme ça. Quand il y a eu, tout à l'heure je parlais avec l'un d'entre vous de l'affaire Alstom par exemple, hein, nous on savait, hein, l'intelligence économique en France, on savait très bien hein, que les Américains étaient très sensibilisés sur Alstom. Pourquoi? Parce que les Américains, il y avait une déclaration du président de General Electric 2 ans avant, qui avait dit « Nous sommes leader mondial dans tous les types de turbines, sauf une, qui est détenue par les Français. » À partir de ce moment-là, connaissant les pratiques américaines, vous dites « Bon, si c'est le seul domaine dans lequel ils ne sont pas leaders, ils vont tout faire pour le récupérer. » Ça n'a pas loupé. Hein. Et après, c'était une formidable opération bien montée. Mais là encore, si vous connaissez, si vous voulez, ce qui se passe, si vous arrivez parce que vous regardez toutes les déclarations des uns ou des autres, si vous faites attention, vous pouvez être beaucoup plus efficace. On dit toujours que pour des professionnels, hein, les comptes rendus annuels, vous savez, des sociétés, ces gros bouquins où on vous raconte tout ce qui se passe dans notre entreprise, qui sont des bouquins de propagande. Hein. Mais pour ceux qui savent, ce qui n'est pas dit dans le livre, ce qui n'est pas montré, et l'analyse des chiffres, par contre, vous révèle quantité de choses. Et là, on est toujours dans la même chose, c'est-à-dire toujours aller plus loin que l'apparence. Et en intelligence économique, il faut aller plus loin que l'apparence, il faut dépasser. Il faut dépasser pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez, je me souviens quand le président de la République française, là on est dans les relations internationales, hein, le président de la République française va au Congo, République démocratique du Congo. Bah, vous savez sans doute, puisque là, vous savez tout sur la relation internationale, enfin je pense, presque. Hein. Quand au Congo, il y a une guerre terrible, depuis maintenant 40 ans, hein, entre le Rwanda et le Congo pour le contrôle des mines de tantal, de cobalt et autres, ou des mines de terra, on peut dire, qui sont dans le Nord Kivu, essentiellement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Bon, alors, ça c'est la situation. Sur le terrain, vous avez un mouvement qui s'appelle le M23, hein, qui est un mouvement financé bien sûr par le Rwanda, et qui est sur place et qui maintient un climat d'insécurité pour qu'on puisse exploiter les mines. Tout le minerai des mines de l'Ituri et du Kivu est récupéré dans des camions et part au Rwanda. Hein. Et c'est intéressant parce que le Rwanda, qui n'a pas de mines chez lui, est le 2e exportateur de cobalt de toute l'Afrique. C'est clair, hein, tout ça, c'est chose que vous pouvez vérifier, bien entendu. Hein. Bon, alors, on le sait, donc pour le Rwanda, c'est très important, ça rapporte beaucoup d'argent. Hein. Donc économiquement parlant, c'est très important. Pour les Congolais, par contre, c'est une très grosse perte. Pourquoi, depuis quelque temps, ils se battent? Pourquoi même depuis un certain temps? D'ailleurs, ils se battent là-dessus parce qu'au début,
ça se passait très bien. C'est parce que, alors là aussi, il faut faire de l'histoire, mais de l'histoire politique, de l'histoire économique et militaire. Hein. La réalité, c'est que quand le président Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les Special Forces américaines, et ils ont décidé de remplacer le président Mobutu, qui était un président vieillissant au Congo, de le remplacer par Kabila, par Joseph Kabila, qui était un homme, le futur président, qui était avec eux. Donc, les troupes qui, après avoir réglé le problème du Rwanda, ils ont continué jusqu'à Kinshasa, ils ont implanté Kabila. Et Kabila, pour remercier les Rwandais de l'avoir aidé à prendre le pouvoir, leur a accordé la possibilité d'exploiter les mines de l'Ituri et du Kivu. C'est ça l'histoire vraie, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qui se passe derrière? Là, c'est de l'histoire ancienne, hein. Bon, évidemment, la plupart des gens ne savent plus parce qu'ils n'ont pas suivi tout ça, ils ne savent pas. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'au bout d'un certain temps, le président actuel en l'occurrence, et même son prédécesseur un peu, mais surtout le président actuel, dit « mais non, ça suffit. Vous avez pendant 20 ans, 30 ans exploité les mines, maintenant j'ai envie de récupérer mes mines. » Et donc, il y a une guerre, et une guerre très dure. Quand je dis que c'est une guerre très dure, c'est une guerre bien pire, il faut le savoir, en mort, que la guerre en Ukraine ou que la guerre en Israël, vous voulez. Hein. Pour vous donner juste un chiffre, hein, ça vous fera peut-être réfléchir quand même, on estime, parce que c'est une arme de guerre en Afrique dans cette zone, on estime qu'il y a eu 500 000 viols depuis 15 ans dans cette zone. Viols de guerre. C'est vous dire que c'est... Donc pensez à tous les morts, il y a au moins 1 million de morts. Donc si vous voulez, c'est quelque chose d'affreux, c'est une guerre épouvantable. Bon, à tout point de vue. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi, ben lui, il se bat pour essayer de récupérer ses terres. Et notre président, mal informé, ça arrive, un président mal informé, parce qu'il n'avait pas justement fait le travail qu'il fallait, par ses collaborateurs, pas lui, bien sûr, le pauvre, c'est pas lui qui va travailler tout ça, hein, bien sûr, c'est ses collaborateurs. Et le président dit au président Tshisekedi, votre petite guerre régionale, quand même, tant que vous ne serez pas capable de la régler, vous ne serez pas crédible au niveau international. Ben, autant vous dire que nos relations avec le Congo, elles en ont pris un sacré coup, ça a été fini. On a de très mauvaises relations avec le Congo actuellement. Parce que, il ne fallait pas dire, c'est une phrase qu'il ne fallait pas dire, quand vous avez un pays qui est en guerre contre un autre depuis des années pour essayer de récupérer une partie de ses biens, on ne lui dit pas qu'il est un rigolo. Vous voyez? Mais moi, je ne suis pas en train de vous dire que le président français a eu tort. Le président était mal informé. Et on revient à l'intelligence économique. Pour être bien informé, il ne faut pas seulement regarder l'instant, parce que nous, on regarde toujours l'instant. Hein. Il faut regarder l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Donc, vous voyez, on est dans un système dans lequel on a besoin, aujourd'hui, partout, hein, dans tous les domaines, il faut être conscient de ça, on a besoin d'avoir le maximum d'informations. Or, je vous le disais tout à l'heure, ces informations sont disponibles à la portée de tout le monde. J'ai toujours été frappé, moi, depuis que je m'occupe de l'intelligence économique, hein, quand on a démarré, nous, on n'avait aucun contact avec les services de renseignement français, aucun. Parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on commence à s'intéresser à l'économique, bon, et on n'avait pas de contact non plus avec Bercy, donc avec le ministère de l'économie. Et on travaillait pourtant pour le Premier ministre. Bon, eh ben on est arrivé à détecter toutes les attaques importantes de l'époque, hein, pendant près de plus de 5 ans. Hein, on a détecté toutes les attaques comment? En lisant les journaux, en écoutant la radio, en surveillant tout, et chaque fois qu'il y avait une petite alerte, en disant « Ah tiens, il y a un problème, regardons ». Et quand vous commencez à gratter, bien sûr, tout apparaît très vite. Encore faut-il avoir identifié et gratté. Alors, sur les relations internationales avec de la France, si vous voulez, on en parle beaucoup actuellement, c'est sûr, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais moi, je voudrais revenir sur l'Afrique, parce que ça me paraît... c'est une zone formidable, une zone en plein développement, comme vous savez tous. Hein. C'est la zone qui aura la plus grande croissance sur les 30 prochaines années, ça c'est sûr. Mais c'est aussi une zone qui connaît une croissance démographique galopante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils seront 2 milliards plus tard, dans 2050. Ça va très vite, ça grossit très vite, et il y a une forte croissance. Alors tout le monde a tendance à dire, c'est une zone formidable dans laquelle il faut qu'on aille, il faut qu'on se développe, et pourtant on se fait chasser de partout.
Hein, les Français, on n'a pas la cote en Afrique, c'est bien connu. En définitive, reprenons un peu toute l'histoire. L'Afrique, aujourd'hui, c'est un mélange de pays très pauvres et de pays très riches. Et c'est la première chose qu'il faut voir, c'est ça. Le développement de l'Afrique n'a rien à voir si vous êtes au Mali, ou si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Ouganda, ou si vous êtes au Congo. C'est sûr que les gars du Niger ou du Mali, ben, ils aimeraient bien être au Congo. Et qu'est-ce qui se passe? Et on l'oublie aussi. Dans les phénomènes de migration, 90% des Africains migrent d'un pays africain à un pays africain. Il n'y a que 10% des populations qui migrent vers le nord. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand vous regardez l'Afrique, si on regarde tout ce qu'on nous raconte et qu'on ne fait pas attention à regarder les faits, hein, si on se contente de tout ce qu'on nous balance de tous les côtés, eh bien, à ce moment-là, on va avoir des jugements qui vont être partiellement erronés. On va savoir qu'un pays se développe très bien, que la Côte d'Ivoire va bien, qu'elle se développe, on le saura, mais on ne va pas voir d'autres choses. Et du même coup, eh bien, on va commettre des erreurs stratégiques. Quand vous voyez le Mali, par exemple, le Mali et le Niger, hein, on a perdu, comme vous savez, l'armée française a perdu. Mais il faut voir la réalité. La réalité, c'est quoi? Au départ, le président du Mali nous appelle au secours, dans le cadre des accords de défense, hein, nous appelle au secours pour venir au Mali, parce qu'il y avait les djihadistes et les rebelles du Nord, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, qui descendaient par Gao vers la capitale, vers Bamako. Il nous demande de les arrêter parce que l'armée locale était incapable de les arrêter. Jusque-là, pas de problème. On envoie des forces de projection, comme on appelle, hein, qui font leur boulot. On arrête les gars, pas de problème. On a fait ça 4-5 fois. Et très bien, parce que ça, on sait le faire très bien. Et puis après, on s'est dit, ça coûte cher de faire des allers-retours avec la France, les avions, les trucs. Bon, hein. Pourquoi on n'implanterait pas nos militaires dans un certain nombre de points? Alors, quand je vous dis ça comme ça, c'est facile, mais le Mali plus le Niger, pratiquement, c'est la taille de l'Europe. Ah, combien de temps on peut mettre 5000 hommes? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'avec 5000 hommes, vous pouvez contrôler l'Europe? La réponse, elle est non. Deuxième problème, quand vous intervenez sur un coup, pour sauver les gens, pour empêcher les gens de se faire attaquer. Vous êtes des libérateurs, vous êtes bien vus, vous êtes appréciés par tout le monde. Quand vous vous installez, l'expérience montre qu'on est vécu comme une troupe d'occupation. Et rien que le mot occupation par rapport au mot libération vous fait comprendre que vous avez perdu la guerre de l'image. Et ça, c'est le problème de fond. On a perdu, dans cette affaire-là, on a perdu parce qu'on n'a pas su se mettre bien avec les populations. Et en plus, dans un but stratégique erroné, puisqu'on ne pouvait pas s'installer et couvrir le terrain, hein, puisqu'on n'était pas assez nombreux par rapport à la surface à couvrir. Et derrière, c'est le dernier point sur ça, hein, quand vous regardez les communiqués de la guerre qu'on a menée contre les djihadistes dans toute la zone, on a toujours parlé des troupes françaises. Hein, on se réunissait à Paris, il y avait des gens sur les ponts pour saluer les morts français. Est-ce que vous avez vu des articles sur les morts des pays, sur les morts de l'armée malienne, sur les morts de l'armée nigériane, sur les morts de l'armée tchétchène? Jamais. On n'en parlait pas. Alors, il ne faut pas s'étonner ensuite si les militaires de ces pays-là nous en veulent en disant « on a partagé la guerre avec vous, on s'est fait tuer avec vous, la moindre des choses, c'est de parler de nous aussi ». Eh bien, avec ces trois éléments-là, je peux vous dire que je vous ai expliqué une bonne partie de ce qui se passe au Sahel. Hein? Et là, on est une fois de plus dans l'intelligence économique, parce que si vous regardez bien, on va beaucoup plus loin que la simple vision de base. Hein, il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre. Alors, pour tout ça, bien sûr, je vous disais, on va chercher, mais on a aussi plein d'outils. Hein. On a aussi plein d'outils. Vous savez aujourd'hui qu'on a, avec le numérique, hein, on a des moyens numériques extraordinaires qui nous permettent d'avoir, à tout point de vue, hein, avec aussi bien d'ailleurs sur le plan du terrain que sur le plan des satellites, des interceptions, on a tout ce qu'on veut. Donc, en définitive, on peut tirer parti de tout ce qu'on a sans aucun problème, parce que c'est facile. Le matériel, on l'a. Les techniciens, on les a. Hein, les techniciens qui savent utiliser ce matériel.
Et quand vous faites donc de l'intelligence économique appliquée aux relations internationales, eh bien, vous pouvez avoir à chaque question les réponses très précises qui vont vous permettre de vous forger une idée de la situation réelle. Et après, ce sera bien sûr aux politiques, parce que ça c'est son rôle à ce moment-là, ça va être aux politiques de décider quelle sera sa stratégie. Parce que vous, en tant que spécialiste de l'intelligence économique, c'est pas à vous de donner la stratégie, c'est pas à vous de dire ce qu'il faut faire. Vous fournissez toute une série d'informations validées, vérifiées, et qui font que le décideur va pouvoir juger à partir de là ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire, en y introduisant bien sûr, une autre vision politique, des rapports de force, enfin de plein d'autres choses. Mais ce que j'insiste là-dessus, et puis on va passer un peu à vos questions, mais je voudrais bien que vous soyez prêts pour résumer un peu ce que j'ai essayé de vous dire. Ce que je voudrais dire, c'est en définitive, l'intelligence économique, au-delà des techniques, vous les trouvez, lisez un livre et vous apprendrez la technique. Ce qu'il faut surtout dire, c'est nous sommes dans un monde dans lequel il faut être curieux, il faut être ouvert, il faut être capable de se remettre en cause. Il ne faut pas être dogmatique, pas d'idéologie, quelle qu'elle soit, que ce soit politique, religieuse, que vous voudrez. Sinon, vous avez tout faux, parce que vous analysez d'une mauvaise manière. Soyez froid comme des glaçons dans vos analyses. C'est ça. Évitez l'émotion, que je vous disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous apercevez que si vous restez comme ça, c'est pas facile, mais vous allez avoir, soyez saisi par le doute à chaque fois en vous disant est-ce que c'est vraiment ça ou il y a quelque chose derrière. Apprenez à gratter pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et là, vous allez voir à la fin qu'un monde nouveau va s'ouvrir à vous parce que c'est un monde formidable dans la mesure où vous allez commencer à comprendre la réalité du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on vous le raconte. Et bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Ma question, elle porte sur le volet européen de l'intelligence économique. En septembre dernier, Mario Draghi a sorti un rapport sur la situation économique en Europe. Il a appelé à la mise en place d'une politique de sécurité économique européenne, ce qui implique de renoncer à la politique du consommateur comme principal objectif et son bonheur. Pensez-vous que Bruxelles puisse accepter ça? Et comment concilier des capitales comme Paris et Berlin sur ces sujets-là? Alors, d'abord, je crois comme tous les gens sérieux ont trouvé le rapport Draghi remarquable, c'est clair, parce qu'il s'appuie sur des faits. Si vous voulez, l'intérêt du rapport Draghi il connaît remarquablement bien l'Europe, il a été patron de la BCE, il a fait plein de choses, il a été un des patrons de l'Italie, et sans risque de vous choquer, moi je dirais que moi je regrette qu'on n'ait pas pensé à Draghi à la place de Mme von der Leyen comme présidente de la Commission européenne, parce qu'au moins lui il sait de quoi il parle quand il parle d'économie. Draghi, c'est très intéressant dans son rapport, c'est qu'il sort de tout ce qu'on nous raconte pour être extrêmement factuel. Et effectivement, vous savez ce que vous disiez, quand on veut être factuel, et il l'est, et alors il y a des choses qui s'imposent comme des évidences. Et la première, c'est de dire il faut qu'on crée une souveraineté européenne. Si on veut que l'Europe s'en sorte, il faut créer une souveraineté européenne. Je dirais que si on veut que la France s'en sorte, il faut aussi créer une forme de souveraineté française. Mais la souveraineté européenne, ça veut dire la souveraineté dans un certain nombre de domaines. Il y a la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté militaire, la souveraineté numérique, qui est très importante aujourd'hui, et bien sûr, la souveraineté financière. Alors, quand je vous dis ça, là, je n'ai pas le temps, mais il me faudra plus d'une heure, mais si je prends chacun des éléments dont je viens de vous parler en vous disant qu'est-ce qu'on peut faire au niveau souveraineté, vous apercevez qu'on est pratiquement en souveraineté nulle part. Donc on a un vrai problème d'existence. Et derrière ça, en réalité, c'est que nous sommes au cœur d'un conflit majeur au niveau mondial, entre, je dirais, les mondialistes qui ont émergé dans les années 90 à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'Empire soviétique. Les mondialistes ont cru que ça y est, c'était fini, qu'on allait tous être pareils. C'est ce que l'historien Fukuyama appelait la fin de l'histoire. Bon. Donc il y a eu cette période-là. Et maintenant, tout le monde s'aperçoit que ça ne marche pas. Et qu'au contraire, le monde est en train de se transformer par une multipolarité en pôles. Il y en a actuellement, il y a une dizaine, douzaine à peu près.
chacun de ces pôles regroupe des pays autour d'un pays clé, des pays clés qui ont des caractéristiques communes, hein, climatiques, environnementales, religieuses, dans tout le culturel, historique, tout ce que vous voulez. Bon. Chacun de ces pôles veut avoir sa spécificité. Chacun de ces pôles veut être différent, traité, non pas comme les autres, mais comme il est. Ça veut dire que, si vous voulez, le produit mondialisé, ça ne marche plus. Chacun veut un produit adapté à sa culture, à son expérience et autres. Alors, c'est une formidable opportunité, parce que ça veut dire qu'au lieu de faire un truc uniforme pour tout le monde, on va pouvoir aller créer des produits adaptés ou différents selon les zones, hein, selon les gens, et que ça va permettre un grand développement. Donc, c'est une bonne chose. Mais pour ça, il faut contrôler sa zone. Et là, on revient à la souveraineté européenne de Draghi. Draghi nous dit, il y a un certain nombre de mesures à prendre pour vous protéger, parce qu'aujourd'hui, vous ne protégez rien du tout. Hein, et c'est vrai que dans beaucoup de domaines aujourd'hui, en Europe, hein, on n'arrive pas à se protéger. Ou alors, on sort des limites, si vous voulez. Hein, et on sort des limites de l'Europe telle qu'elle est. Donc ça veut dire que oui, il faut repenser l'Europe, c'est le message de Draghi, hein. Il faut repenser l'Europe pour la concevoir comme une entité solide, qui est capable de faire face à tous les autres, qui peut travailler, mais également se confronter à tous les autres, les Américains, les Chinois, les Sud-Américains, les Africains. Il faut qu'on soit un vrai pôle. Ceci étant, depuis que c'est sorti, je n'ai pas vu beaucoup d'évolution au niveau européen, malheureusement. Et je le regrette, hein, parce que je pense que c'est une vraie ouverture pour l'Europe. Je m'appelle Maxence Collin. Je vous remercie pour votre prise de parole. Moi, j'avais une question concernant selon vous, comment la France façonne-t-elle sa stratégie économique envers les pays émergents et quels sont les défis auxquels elle fait face dans ce contexte-là? Merci. La France, il y a deux positions, si vous voulez. La France gaulienne, la France de Gaulle, de 60-68. Cette France-là, elle était déjà, elle avait créé, elle s'était donné une position spécifique. Hein. On n'était pas dans l'OTAN, on était à côté, alliés des Américains, mais uniquement alliés, pas vassal, si vous voulez. Hein. Et ça nous permettait d'aller partout. On était bien avec tout le monde. Bon. Aujourd'hui, on va le vivre dans les jours qui viennent. Hein. Dans 10 jours, je crois, ou 11 jours, il y a les annonces de la fin du séminaire, du congrès des BRICS, hein, qui est en train de se passer, les BRICS+, où on va découvrir, pour certains, j'espère pas pour vous, mais pour certains, que le monde occidental, le G7, n'est plus le maître du monde. C'est fini. Hein. Dans quelques jours, on va prendre conscience que la bascule est faite. Les grandes puissances, elles sont des puissances émergentes qui se sont regroupées entre elles. Ça bouleverse tous les équilibres mondiaux. C'est clair. Bon. Il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Donc, puisque c'est en train de changer, il faut que nous, on ait cette capacité d'aller vers les BRICS. Mais je note que lorsque le président de la République française l'année dernière a voulu aller vers les BRICS ont répondu « pas question, vous êtes pro-américain, donc on ne veut pas ». Pourquoi? Parce que les BRICS, on a toujours dit que c'était des pays très différents les uns des autres, c'est vrai. Mais ils ont un point commun, tous. Ils détestent l'Amérique. Ça, il faut être conscient de ça. C'est la haine de l'Amérique qui les soude. C'est terrible, hein, parce que de vous dire ça, parce que c'est lamentable, mais c'est comme ça. Hein. Donc, à partir du moment où vous êtes perçu comme étant dans un camp, vous ne pouvez pas jouer avec l'autre. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, si on veut retrouver quelque chose, il faut retrouver une autonomie. Hein. Alors, ce n'est pas facile, parce que l'autonomie, elle peut être, pour les Français, bien sûr, de trouver une autonomie française, ou elle peut être, ce serait mieux, parce qu'on serait plus puissant au niveau européen, hein, comme vous disiez pour la question précédente. Mais il faut bien reconnaître que l'Europe, aujourd'hui, elle est éclatée, hein, entre trois blocs, en gros. Hein. Le bloc des pays du Sud, avec la France, l'Espagne, l'Italie, bon, la Grèce, les pays du Club Med, comme disent les gens du Nord, hein, parce qu'on ne fout pas grand-chose. Il y a les pays du Nord, les 13 pays qui forment l'initiative des Trois Mers, qui vont de la mer Baltique jusqu'à l'Adriatique, à la Grèce. Ces 13 pays-là, eux, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que nous. Eux, ce qui les intéresse, c'est se défendre d'une éventuelle attaque russe. Donc pour eux, c'est la défense qui est fondamentale, alors que nous, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Et puis vous avez l'Allemagne qui est en crise majeure, comme vous le savez, puisque
les fondamentaux de la politique allemande, hein, l'énergie par les Russes, l'économie par les Chinois et la défense par les Américains, a volé en éclats. Et ils sont en récession. Donc, on est dans un monde qui est, aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment l'Europe pourrait s'en sortir, enfin, recréer un peu le pôle dont je vous parlais. Donc, oui, il faut que la France trouve le moyen d'affirmer une relative indépendance par rapport aux autres. Et ce n'est pas évident du tout. Mais enfin, comme disait le philosophe, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il ne faut pas l'oublier quand même. Bonjour monsieur, je m'appelle Raphaël Bio, je suis en deuxième année de bachelor. Merci pour cette conférence. Et donc du coup j'avais une question par rapport à, en fait en 2017 vous avez créé une association de lutte contre le commerce illicite, et pour le montrer à la lumière auprès de l'État et aux différentes entreprises. Et je voulais savoir, est-ce que cette création d'association a eu un réel impact sur ce dernier? Et est-ce que l'État a pu faire quelque chose ou pas du tout? Merci beaucoup. Vous avez raison, oui, avec d'autres, effectivement, on l'a créé ensemble. On avait constaté qu'il y avait la fraude se développait, les produits illicites arrivaient partout, la fraude se développait, et on a dit, il faut faire quelque chose. Donc on va créer une association. Il n'y a pas que nous en France, on était dans plusieurs pays. Hein. On a dit, on va créer des associations pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la fraude, tout ce qui concerne la fraude en général et comment, dans tous les domaines. Bon, pour être tout à fait honnête, le résultat était très décevant. Très décevant parce que il y a quelques politiques ou il y a quelques administrations qui ont dit ça nous intéresse. Hein. Je peux aussi par exemple les douanes. Hein. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les douanes françaises, ça marchait très bien. Hein. On a fait des choses intéressantes. Bon, mais dans la plupart des cas, personne ne bouge, si vous voulez. Hein. Parce qu'il y a des intérêts. On s'aperçoit que dans la fraude, aujourd'hui, il y a des intérêts financiers tellement importants que ça freine les velléités, si vous voulez. Hein. Il faut voir que, vous savez, on le dit toujours, la drogue, hein, on parle toujours de la drogue en France. Bon. C'est vrai que la drogue en France, c'est un énorme marché. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la vente de médicaments frelatés en Afrique rapporte plus que la drogue. Vous voyez ? Donc alors là, on se dit attention. Mais ça veut dire aussi que les gens qui prennent des médicaments frelatés en Afrique, ils croient acheter un produit qui va les sauver, c'est un produit qui les tue. Mais tout le monde s'en fout. Vous voyez ? Alors ça pose de vrais problèmes. Au niveau de la fraude, le problème aussi, c'est que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de pouvoir. Parce que le pouvoir politique n'a plus aujourd'hui, pour moi, le pouvoir politique n'a plus le moyen d'imposer à des gens très puissants des règles. Parce qu'ils ont les moyens de les contourner. Hein, on le voit sur les taxes, les impôts surtout. Hein. Sur les optimisations fiscales, par exemple. Hein. Quand on voit les GAFAM qui étaient ils viennent de se faire choper un petit peu, là, mais quand on voit les GAFAM, par exemple, ils ne payent pratiquement pas d'impôts chez nous, et pourtant ils font plein de chiffres d'affaires chez nous. C'est pas normal. Pas normal, mais pour le moment, ça marche. Hein, parce qu'il y a des intérêts, il y a des lobbies. Alors les lobbies achètent les uns, achètent les autres. Tout ça, c'est... Hein. Donc oui, on est dans une zone dans laquelle, il faut bien reconnaître, on est incapable de lutter véritablement. Et pour changer ça, alors il faut qu'il y ait une volonté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette qui tape le poing sur la table et qui dit « je vais l'imposer par la force et vous allez voir ce que vous allez voir ». Ça peut se faire, mais c'est pas évident. Hein. Alors quand vous comparez par exemple à la Chine, moi je compare toujours par rapport à la Chine, parce que la Chine c'est pas un modèle de démocratie, on est bien d'accord. Hein. Mais en Chine vous êtes milliardaire, regardez Jack Ma qui était le plus grand milliardaire chinois. Un jour Jack Ma a dit « ah vous savez moi, je trouve quand même que la politique économique chinoise ne s'intéresse pas assez à nous ». Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le lendemain il a été convoqué, le troisième jour il allait casser les cailloux dans le Xinjiang. Hein, et au bout de 3 mois, il est revenu en disant il avait perdu 50% de sa fortune et il a dit je trouve ce pays merveilleux parce que sinon il aurait perdu le reste. Hein. Bon, et oui, moi j'attends le jour où on arrêtera un milliardaire français pour fraude parce qu'il y en a. Vous voyez, donc c'est ça qui est. Donc on a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui des structures qui nous permettent réellement d'imposer des règles.
Alors moi j'avais eu la bêtise, non, je ne regrette pas, je ne regrette pas ce qu'on a fait, bien au contraire, mais avec d'autres on pensait que peut-être qu'on arriverait à faire bouger les choses, donc on n'y est pas arrivé. Pour être honnête, on n'y est pas arrivé. Mais la fraude continue, mais un jour il faudra l'arrêter. Bonjour Monsieur Alain Juillet, merci pour votre venue ce soir et pour cette conférence. Thibaut Gagnère, élève en bachelor de l'ILERI. Je voulais aborder avec vous l'aspect de la défense dans l'intelligence économique. La France a introduit cette année en mai, il me semble, le concept d'intelligence économique dans sa législation. Mais je voulais avoir votre avis sur la nécessité de la France de posséder une législation pouvant contrôler les importations et exportations de matériel et de services liés à la défense nationale. Il existe déjà une législation qui contrôle et régule les exportations de matériel de défense en France, mais elle possède une rigidité assez faible. Moi, je vous parle plus d'un modèle similaire à l'ITAR aux États-Unis, qui permet de durement contrôler la vente de matériel sensible par des entreprises nationales par le biais d'autorisations spécifiques et qui possède une dimension extraterritoriale qui permet d'interdire un contrat de vente de matériel sensible qui comporte des composants américains entre deux entités étrangères. Par exemple, quand les États-Unis ont refusé à la France de vendre des Rafales à l'Égypte parce qu'ils possédaient des systèmes de guidage qui étaient originaires des États-Unis. Merci beaucoup. Oui, alors, d'abord, pour pouvoir faire un système comme l'ITAR, qui interdit l'exportation de produits français, à partir du moment où il y a un matériel américain dedans. À partir du moment où vous avez même, pour le Rafale, c'était un tuyau plastique long comme ça. Et pour un tuyau plastique long comme ça, qu'on ne savait pas faire, qu'on achetait aux États-Unis, on a été interdit dans les Rafales en Égypte, à l'époque. Donc effectivement, c'est terrible. Mais ces lois ITAR, comme les lois extraterritoriales d'ailleurs qu'ils ont pratiquées, ce sont des lois d'hyperpuissance, comment dire. Vous ne pouvez les faire que si vous êtes plus puissant que les autres, et que si les autres refusent de vous suivre, vous leur tapez dessus. Les Américains, la force des Américains, si vous voulez, c'est qu'ils ont d'une part, économiquement parlant, enfin maintenant ils basculent, maintenant c'est la Chine, mais les Américains sont très puissants au point de vue économique, mais ils sont surtout la première puissance du monde militaire. Il ne faut pas l'oublier quand même. Le premier en militaire, c'est les Américains investissent, l'année dernière, ont investi 770 milliards de dollars dans la défense, alors que le Chinois, qui est le second, on est à 220 milliards. Il n'y a même pas le tiers. Vous voyez ? Et les Russes, avec tout ce qu'ils annoncent maintenant, le développement, on dit qu'ils seraient à la fin de cette année à 140 milliards. Vous voyez, donc les autres sont à 770. Donc il faut arrêter, il faut voir qui est le plus puissant. Ils ont une puissance colossale parce que l'Amérique a fait sa puissance sur la force, mais également sur le commerce. Mais le commerce parce qu'il l'imposait par la force. Vous voyez ? D'où le coup de l'ITAR et d'où le coup des lois extraterritoriales, où ils interdisent à des gens dans des pays étrangers de pratiquer certaines choses sous prétexte que les lois américaines ne le permettent pas. Donc c'est vrai que c'est de l'abus de pouvoir en définitive. Mais un abus de pouvoir qui est possible parce qu'ils sont tout puissants. S'ils n'étaient pas tout puissants, ils ne le feraient pas. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Bien sûr, la première réponse, si vous voulez, c'est de dire on va faire pareil. Mais un pays comme la France ne peut pas sortir des lois extraterritoriales ou un règlement ITAR parce que tout le monde rigolera. On est petit quand même. Bon. Par contre, les Chinois, eux, ils ont appris et ils sont en train de faire les mêmes lois en Chine. Et on va être confronté avec les Chinois aux mêmes lois qu'avec les Américains. Pourquoi ? Parce que la Chine est devenue aussi puissante que l'Amérique ou presque. Donc c'est pas facile, si vous voulez. On peut pas appliquer ces lois-là chez nous. On aimerait bien, mais on peut pas. On n'a pas les moyens. Et en plus, si on voulait le faire, on l'avait proposé au niveau européen. On avait proposé au niveau européen de sortir des lois inspirées des lois américaines. Mais en Europe, vous avez des amis de l'Amérique, comme la Pologne, qui ne veulent pas entendre parler de lois qui pourraient pénaliser les Américains. Alors ça aussi, ça joue. Donc, si vous voulez, on est dans une situation très difficile au niveau français et au niveau européen pour contrer ces lois que, moi, personnellement, je qualifie de scélérates parce qu'elles sont totalement injustes.
Bonsoir monsieur, merci beaucoup encore pour votre conférence. Je m'appelle Alexandre Bernard, je suis en B3 Full English et j'avais une question qui revenait plus sur la fonction et votre fonction à la DGSE avec l'importance de comprendre les autres cultures. Est-ce que vous pensez que la double nationalité est un atout ou un frein pour rejoindre l'intelligence économique au sein de la DGSE? Alors, que la double nationalité peut être intéressante dans la mesure où vous avez les deux cultures. Si vous connaissez vraiment les deux cultures, parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui sont binationaux, mais ils sont totalement d'un côté. Alors cela, il n'y a pas de changement. Hein. Mais oui, la binationalité peut amener sur le plan culture une meilleure compréhension des choses, et ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui vous explique, parce qu'il a cette culture-là, ben, ça vous aide à décoder, comme je disais tout à l'heure. Bon, alors, ceci dit, alors, pour la DGSE, c'est beaucoup plus délicat. Et pour une raison très simple, je vais vous dire, c'est pas la personne elle-même. C'est pas la personne elle-même. La personne elle-même, on peut vérifier si elle est bien, si elle est honnête, si elle est française, si elle joue le jeu, si elle ne va pas nous faire de l'espionnage et autres. On peut le vérifier et on ne se trompe pas beaucoup. Hein. On a peu de chances de se tromper. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la famille de la personne que vous recrutez. Parce que si vous avez des binationaux, vous avez les gens de la famille qui sont dans d'autres pays, dans l'autre pays d'où ils viennent. Et les services de renseignement de ces pays-là peuvent exercer des pressions considérables sur les gens de la famille qui est là-bas pour forcer celui ou celle qui est rentré chez vous à trahir. Pour des raisons techniques, émotionnelles ou autres. Hein? C'est sûr que si on vous dit, ben, si jamais, si on vous dit, si vous n'aidez pas notre pays, si vous ne trahissez pas pour le pays, eh ben, il va vous arriver de gros malheurs. Vous dites, bon, c'est pas vrai. Et puis si on coupe une oreille à la personne qui est là-bas en disant, là c'est l'oreille, demain c'est la tête, ça commence à vous faire réfléchir. Et en guerre de renseignement, je peux vous dire qu'il n'y a aucun cadeau. Donc oui, ça se fait. Pas chez nous, bien sûr, nous on n'est pas des sauvages, mais ça se fait. Donc on doit protéger notre personnel dans les services de renseignement, on doit protéger notre personnel de ce qui pourrait arriver à leur famille. Et c'est déjà arrivé chez nous, chez les Américains ou ailleurs, hein, c'est déjà arrivé. Donc on est extrêmement méfiant. Mais c'est pas du tout, parce que j'ai vu des trucs là-dessus, c'est pas du tout pour la personne, parce que la personne, elle peut être formidable, et elle peut nous apporter beaucoup en plus, parce qu'elle est binationale, parce qu'elle connaît beaucoup de choses, c'est pas elle, c'est les autres. Hein? Et croyez-moi, vous avez qu'à regarder, si vous regardez les franco-russes, par exemple, actuellement, eh ben, les franco-russes qui vivent, les familles de ceux qui sont en France et qui sont russes, ben, ils ont quelques problèmes, certains ont quelques problèmes. Par exemple. Bonjour monsieur, je m'appelle Robin Mathieu, je suis élève de B1 et membre d'Hillery Mun. Merci pour cette conférence. Je voulais savoir en fait, vous avez évoqué le fait que les BRICS à terme dépasseront le bloc occidental sur tous les points. Je voudrais savoir concrètement, selon vous, quelles seront les conséquences qu'on pourrait observer sur l'ordre international et ce changement d'acteur de premier plan sera-t-il déstabilisant un petit peu ou très déstabilisant pour le monde? Merci. Alors, déstabilisant, si on veut, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un groupe, hein, à partir du moment où vous avez un groupe de pays qui sont plus puissants que les autres, en l'occurrence les BRICS+, hein, qui sont plus puissants que les autres, et qui vous disent on va changer les règles du jeu, ben évidemment ça va poser des problèmes. Hein. L'Occident, nous, les Occidentaux, on a dominé le monde depuis 1492, enfin exactement depuis le traité de Tordesillas, bon, pour ceux qui veulent la précision. Bon, on a toujours dominé le monde. Et bien là, on se prépare à ne plus être dominateur. Alors c'est vrai que c'est terrible, parce que nous, avant, on disait, par le Conseil de sécurité, on disait, ah non, mais on est les plus forts, on est les meilleurs, on fait le veto, et vous ne pouvez rien dire. Ben, évidemment, c'est fini. Et c'est normal. Et c'est normal qu'un certain nombre de pays, qui sont devenus très gros et très puissants, disent, mais nous aussi, on a le droit à la parole. C'est normal que l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, qui a été conçue par les Occidentaux après la guerre pour favoriser les échanges au profit des Occidentaux,
c'est normal que les pays, les BRICS, nous disent il faut casser l'OMC actuelle, il faut reconstruire l'OMC parce qu'elle favorise outrageusement les pays occidentaux au détriment des autres. Et c'est pas normal. Ils ont raison. Il faut dire la vérité. Ils ont raison. Hein. Donc, vous savez, oui, donc il va y avoir des changements très importants parce qu'en réalité, c'est une bascule du monde, si vous voulez. On a dominé, on a imposé à tout le monde nos règles pendant 500 ans. Eh ben maintenant, ça va changer. Ça sera d'autres règles qui vont s'imposer. Et je vais même plus loin, vous voyez, parce qu'on parle souvent des valeurs, moi je vois dans les journaux, on parle des valeurs universelles portées par l'Europe et tout. Mais ce n'est pas des valeurs universelles, c'est des valeurs européennes qu'on a imposées au monde par la force. Donc c'est des valeurs coloniales. Donc on comprend très bien que dans tous les grands pays en émergents, ils vous disent vos valeurs, on n'en a rien à faire, ce n'est pas les nôtres. Vous nous les avez imposées, mais ce n'est pas les nôtres. Donc nous, on veut revenir à nos vraies valeurs à nous. Et c'est vrai que quand vous discutez avec eux, il y en a qui sont communes, hein, mais il y en a qui sont complètement différentes. Donc il faut se préparer où il y a un changement très important. Mais comme je vous le disais au début de cet exposé, c'est une formidable chance pour nous aussi, parce que dans tous ces groupes émergents qui vont sortir, il y a des opportunités extraordinaires. Et dans les relations internationales, justement, si vous choisissez un ou plusieurs de ces pôles et que vous vous spécialisez sur ces pôles, vous êtes tranquille pour 50 ans ou 100 ans, vous êtes tranquille, ça marchera très bien, vous allez pouvoir en profiter, hein. C'est clair. Donc oui, il y a des opportunités extraordinaires à l'international, mais à partir du moment où on comprend bien cette multipolarité et qu'on choisit des pôles qui vous plaisent. En se disant, l'Occident, sur l'Europe et l'Amérique du Nord, ben, il faut bien dire, c'est en voie de disparition. Alors, le point clé que vous allez voir dans les années à venir, ça va être le dollar. Actuellement, le dollar est très attaqué, ça commence, hein, ça y est. Hein. Le dollar est très attaqué. Bon, il est encore la monnaie de référence mondiale, mais il perd des points tous les ans. Et à quel moment, je ne peux pas vous dire, parce qu'il faudra peut-être 10 ans, il faudra 15 ans, hein, 20 ans. Mais c'est sûr maintenant, il n'y a plus de doute, c'est sûr que le dollar ne sera plus, en 2050, si vous voulez, le dollar ne sera plus la monnaie. Là, je prends les paris, hein, je vous invite à dîner à un bon restaurant si je me trompe, donc je ne vais pas le faire, vous êtes trop nombreux. Hein. C'est clair, en 2050, le dollar ne sera plus la monnaie de référence mondiale. C'est clair. Donc, et toutes les conséquences que ça représente. Hein. Donc on est dans un vrai changement. Mais c'est passionnant, parce qu'il faut se préparer à tout ça, et puis il faut le saisir. Vous avez beaucoup de chance. Bonjour monsieur, alors je me présente, je m'appelle Ilan Martin, je suis étudiant donc en Bachelor 3 Full English et je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur le dollar. Il y a un pétrodollar africain qui a été créé il y a pas longtemps et je voulais savoir justement donc votre avis dessus, mais c'est pas ma question, c'est juste pour revenir sur ce que vous aviez dit. Et ma question c'est, vous avez parlé, donc vous avez cité que dans un monde médiatisé, l'émotion a remplacé les faits et vous avez évoqué la nécessité d'être factuel. Mais moi je vois un contresens dans ce que vous dites après en disant que vous disiez qu'il est important de comprendre l'autre. Mais comprendre, c'est aussi une nécessité de faire preuve d'empathie et d'émotion. Est-ce que vous ne pensez pas ici que le fait d'être trop factuel, parfois, c'est en fait un peu une stérilisation des émotions et donc une... Non, quand je dis qu'il faut comprendre l'autre, hein, c'est parce que l'autre, il réagit. Ses analyses sont inspirées aussi par sa culture, son environnement et autres. Donc si vous voulez décoder ce que pense l'autre, il faut se mettre à sa place. Donc, comme l'autre, il a une part d'émotion, je dis, ben, pour bien comprendre comment il est, hein, mettez-vous à sa place. Donc, et pour ça, il faut connaître comment il réagit, pourquoi il réagit, ainsi de suite. Par contre, vous, dans votre analyse, après, quand vous avez tous les éléments du dossier, hein, il faut surtout faire très attention de ne pas tomber dans l'émotion, rester factuel. Vous voyez, nous sommes... Quand on va voir ce qu'il y a en face, pour le comprendre, il faut se mettre dans la peau des autres. Mais quand on analyse ensuite le total pour pouvoir en tirer quelque chose, il faut rester très froid et rester factuel. C'est ça là, voilà. Sur le dollar, si vous voulez, ce qui s'est passé, il y a plusieurs étapes récemment qui viennent de se passer. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on n'avait pas vu, hein, il faut être honnête, on n'avait absolument pas vu. Les sanctions qu'on a mises contre les Russes, les sanctions visaient à faire effondrer le rouble, parce qu'on a dit, vous ne pouvez plus faire de transactions en dollars. Or,
depuis 1945, depuis les accords, sur les accords qu'on appelle Quincy, qui ont été signés sur le croiseur Quincy par Ibn Saoud, le roi d'Arabie, et le président Roosevelt. Depuis cette date-là, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour que toutes les opérations, les transferts, si vous voulez, les ventes d'énergie se fassent en dollars. Donc c'est le fameux pétrodollar dont on parle. Hein. Dans le monde entier, c'est obligatoire. Et ça rapportait beaucoup d'argent, évidemment, aux États-Unis, puisque c'est la monnaie de référence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de la guerre en Ukraine, on a dit on gèle tout ce qu'a la Russie à l'étranger, essentiellement en dollars, puisque c'était des échanges énergétiques. Hein. On gèle les dollars et on les bloque. Hein. Et puis, ils ne peuvent plus payer, on ne pourra plus payer en dollars. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont réagi en disant eh ben, vous ne nous payez plus en dollars, vous payez en roubles. Nous, on a dit, les Occidentaux, on a dit pas question. Et les Russes ont dit, bah, s'il n'y a pas question, vous n'aurez pas de pétrole. Et comme on avait besoin de pétrole, on a dit, bon, on va s'arranger. Et on a fait une combine. C'est-à-dire qu'on a acheté des dollars qu'on mettait dans une banque intermédiaire. Et cette banque intermédiaire, elle, achetait des roubles. Mais comme ça, ce n'est pas nous qui avions acheté les roubles. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là où on a découvert, qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas vu, c'est que les Russes, qui avaient prévu le coup des attaques contre le dollar, contre le rouble, les Russes avaient acheté de l'or pour se servir de l'or comme monnaie de référence. C'est-à-dire que si vous voulez, le rouble russe est adossé à l'or. Alors, c'est ce que voulait faire le général de Gaulle en 1958, hein, en parlant de l'étalon or par rapport au dollar, en disant on ne peut pas laisser les Américains faire ce qu'ils veulent, il faut mettre un étalon or qui va servir de base. Bon, les Américains, évidemment, n'ont pas voulu. Hein, et là, les Russes ont imposé l'étalon or pour le rouble, et les Chinois ont dit, mais c'est une excellente idée, on va faire pareil avec le yuan. Donc aujourd'hui, on a deux monnaies mondiales, le yuan et le rouble, qui s'appuient sur l'or. Entre parenthèses, c'est aussi pour ça qu'ils vont chercher de l'or partout. Et que l'or est en train de flamber au niveau mondial. Hein. Alors, évidemment, à partir du moment où une partie des échanges qui se faisaient avant en dollars ne se fait plus en dollars, ben, ça affaiblit le dollar et ça affaiblit l'économie américaine. Depuis, ce que vous avez vu récemment, les Saoudiens ont annoncé qu'ils acceptaient le paiement dans toutes les monnaies. Bin Salman a dit que lui, ça ne le dérangeait pas. Le rouble, le yuan, l'euro, et que le dollar, c'était plus une nécessité. Et les Chinois ont négocié un accord avec les Saoudiens et les Émiratis pour faire en yuan, pour payer en yuan. Donc, le dollar est en train de prendre des coups terribles. Alors, c'est le début, mais c'est ce que je vous disais. Tous les calculs qu'on peut faire montrent qu'en 2050, le dollar ne sera plus la monnaie de référence. C'est un cataclysme au niveau mondial. Hein. Ça a un financier. Juste un détail, c'est qu'on vous dit, dans ce cadre-là, on vous dit, oui, mais vous en faites pas. Hein, le centre du monde, c'est Wall Street. C'est pas vrai. 50% de l'économie mondiale aujourd'hui est en Asie. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. 50% de l'économie mondiale est en Asie, une part, ne l'oublions pas. Et les 5 premières grandes banques mondiales, il y a 4 banques chinoises et une banque américaine, la JP Morgan. Donc, si vous voulez, on voit bien que les Américains sont en train de se faire battre sur leur terrain. Et ça, c'est très, très important pour la suite. Et nous, il faut qu'on regarde ça, bien entendu, parce que quand je vous dis, par exemple, 4 banques chinoises et une banque américaine, ben, il faudrait que nos banques françaises s'intéressent un peu plus aux banques chinoises, hein, évidemment. Parce que c'est là où est l'avenir. Et intéressez-vous plus à l'Asie, puisque 50% de l'économie du monde est en Asie actuellement. Alors qu'avant, l'Asie, c'était même pas 10%. Bonsoir Monsieur Juet, je me présente Ilyes en 3e année de bachelor. Et je tenais avant toute chose à vous remercier pour votre intervention pertinente et notamment pour le travail remarquable que vous faites sur votre chaîne Openbox TV, où vous présentez la géopolitique sous un prisme réaliste, objectif, contrairement à d'autres médias qui interprètent l'analyse sous un prisme moral entre le bien et le mal. Et vous parliez tout à l'heure de l'ignorance de certaines entreprises occidentales en Extrême-Orient sur les cultures locales, et donc je me permets de faire un parallèle sur le fait que la politique française projette sa vision de la démocratie en Afrique et de ses valeurs des Lumières
au détriment de la hiérarchie locale ou de la démographie. Et je voulais savoir, lorsque vous étiez directeur général de la DGEC, est-ce que vous suivez ce prisme de lecture en application des directives idéologiques, ou bien est-ce que, si oui, sinon, est-ce qu'en fait ça crée des frictions entre vos partenaires de la DRM ou du Quai d'Orsay pour la prospective ou bien pour les cellules de crise par exemple? Alors d'abord, la DRM, c'est les militaires, et les militaires, ils ne s'intéressent pas trop au système politique des pays. Hein. Eux, c'est la défense militaire, c'est les aspects militaires des pays. Hein. Bon. Le problème que vous évoquez, c'est le suivant. Nous avons inventé, en Europe, on a inventé la démocratie, dans l'Europe du Sud, hein, on a inventé la démocratie, et comme on était les plus forts et on colonisait le monde entier, hein, les Français, les Anglais, ils couvraient la moitié du monde, hein, on a donc été convaincus que le système démocratique qui était le nôtre était le bon système au niveau international. Donc on a tout fait, pendant les années, on a dominé, nous, l'Afrique essentiellement, les Anglais un peu partout dans le monde, on a tout fait pour essayer d'imposer un système politique qui était le système de démocratie à l'européenne. Je dis bien à l'européenne. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate aujourd'hui que si un certain nombre de principes de la démocratie sont effectivement excellents, le système démocratique tel qu'il est conçu chez nous est totalement inadapté à la plupart des pays du monde. Quand vous prenez les grands pays, la Russie n'a jamais connu dans toute son histoire que des tsars. Parce que Staline, c'était un tsar. Lénine, c'était un tsar. Ils ont toujours connu que des tsars. Et Poutine est un tsar. Alors quand vous voulez comprendre la Russie, ne la regardez pas dans le prisme de la démocratie, vous n'avez rien compris. Le peuple russe, la culture russe, elle se fait dans le cadre du tsarisme. Bon. Donc ça veut dire que vous devez interpréter ce qui se passe à travers ça. Et ces gens-là, ils ont une habitude qui n'est pas du tout la nôtre, à tout point de vue. Les Chinois, mais ça a toujours été un empire. Et quand Mao est arrivé au pouvoir, il est devenu empereur. C'était un empereur communiste, mais un empereur quand même. Quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, c'était un empereur communiste, mais un empereur. Et Xi Jinping, c'est le dernier empereur. Et il se comporte comme un empereur. Donc vouloir nous juger Xi Jinping avec nos critères occidentaux, c'est une absurdité totale. Et d'ailleurs, moi ce qui me frappe, c'est Jean-Pierre Raffarin qui le disait, mais là il a raison. Il dit tout le monde parle des Chinois, personne n'a lu Xi Jinping. Il faut lire Xi Jinping et vous découvrez des choses que vous ne soupçonnez pas. À commencer par le fait qu'il vous dit notre objectif c'est de revenir à la vieille Chine ancienne avant que les Occidentaux nous détruisent. Avec la vieille tradition chinoise. Donc on voit bien que c'est d'autres mondes, si vous voulez. Et l'Afrique, où nous avons sévi, les Français, on a sévi en Afrique. Hein. Bon, il faut quand même qu'on m'explique. En Afrique, il y a des chefs de tribus à vie. Il y a des chefs de village à vie. Tout est à vie en Afrique. Et nous, on arrive en voulant imposer un système occidental où on change les gens tous les 3 ans ou les 5 ans. Hey, ça va pas, non? Eh oui, il suffit de le dire pour comprendre. On est complètement à côté de la plaque. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la démocratie, ça veut dire que l'Afrique se doit, moi c'est ce que je disais à mes amis l'autre jour, j'étais en Afrique, je faisais une tournée africaine dans les pays du Sahel, hein. C'est un peu secoué actuellement, mais ça fait rien, ils nous écoutent quand même. Hein. Et je leur disais, ce qu'il faut maintenant, c'est inventer une démocratie africaine. Regardez dans la démocratie les valeurs qui vous vont à vous, les Africains, ajoutez vos traditions africaines et faites une forme de démocratie qui sera la vôtre. Surtout pas la démocratie européenne, parce qu'elle vous amènera à la ruine. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et oui. Et c'est pas en disant ça, c'est pas du tout s'opposer aux uns aux autres, bien au contraire. C'est de dire, il faut avoir le courage de reconnaître que chacun a droit, hein, chacun a droit à avoir une vision qui est la sienne, qui est celle de son histoire, de sa culture, et qu'on n'a aucune raison d'imposer aux autres une vision qui est la nôtre. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais là c'est encore une autre... Hein, mais c'est très compliqué, donc, si vous voulez, on doit défendre nos idées. Ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, nous, Français, nous, Européens, ne pas défendre les idées européennes. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que notre démocratie, elle est achetée aux chiens, pas du tout. Elle est formidable pour nos pays,
Utilisons-la pour nos pays, mais arrêtons de vouloir imposer au reste du monde un système qui fonctionne chez nous, mais qui n'est pas adapté au reste du monde. C'est ça que je suis en train de vous dire. Remise en cause, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on va maintenant passer à la dernière question. Comment ça marche ? Je parle ? Ok, nickel. Bonjour Monsieur Juillet, je m'appelle Sacha de Guerquet. Je suis en deuxième année de bachelor à l'ILERI. Avant toute chose, je voulais vous remercier sincèrement pour cette conférence, vraiment passionnante et remplie de vérité. Alors moi, je voulais vous interroger sur la relation de la France avec l'OTAN et donc par prolongement avec les États-Unis. Alors aujourd'hui, donc cette même relation, elle engendre un blocage quasiment instantané de la position de la France à l'international, du fait donc de ce rattachement avec les États-Unis. Alors selon vous, est-ce possible ou bien même nécessaire pour la France de tendre vers un détachement de cette organisation et même des États-Unis, compte tenu des caractéristiques du pays? Merci. Alors, d'abord il faut bien dire, et depuis toujours, parce qu'il faut se souvenir, je vais revenir à De Gaulle après, il faut toujours se souvenir que la France a toujours été traditionnellement le meilleur ami de l'Europe continentale des États-Unis. Hein, depuis le début, depuis les débuts d'indépendance des États-Unis, on a toujours été très proche d'eux. Et quand vous regardez l'histoire, on s'est toujours mobilisé chaque fois qu'il y en a eu besoin pour eux. Hein. Et moi, je vais vous dire, sans raconter des histoires personnelles, mais quand il y a eu le 11 septembre, par exemple, moi, je me souviens, on a été la première, moi j'en faisais partie, on était la première délégation envoyée par l'Europe, par les pays européens, pour dire aux Américains, on est avec vous, on va vous aider, nous on a l'expérience du terrorisme, on va vous apprendre tout ce qu'on sait. Et on était les premiers à aller les voir. Et il faut dire qu'ils étaient contents, parce qu'à l'époque, ils faisaient grise mine. Donc, on a toujours été avec les Américains. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut leur céder sur tout. Parce que les Américains sont un peuple, c'est normal, c'est une puissance impériale, l'Américain, c'est énorme, c'est puissant. Et c'est vrai qu'un certain nombre de gens là-bas, par moment, ils ont tendance à vouloir imposer un peu trop leurs idées par rapport aux autres. Quand on a eu en France des présidents, on a eu pendant toute une période des présidents qui tenaient tête aux Américains. Alors bon, bien sûr, le général de Gaulle, bien sûr, mais il y avait Pompidou, vous prenez Mitterrand, le président Mitterrand aussi, tout en étant très ami avec les Américains. Ou Chirac, il était très ami avec les Américains. Mais en même temps, il ne se laissait pas faire. Regardez, pour la guerre en Irak, il a dit non. Donc, on avait des gens qui étaient des chefs politiques, si vous voulez, qui étaient dans une vision de l'Amérique, vraiment d'alliés. Nous étions très proches des Américains, mais on ne dépendait pas des Américains. Bon, le président Sarkozy a décidé de rentrer dans l'OTAN, alors que le général de Gaulle nous en avait fait sortir, en disant ça nous met vassal des États-Unis, il faut en sortir. Bon, Sarkozy a voulu rentrer dans l'OTAN. Bon, et sur le plan militaire, ça a été une bonne opération, parce qu'on a pu être encore meilleur en échangeant avec les Américains, à tout point de vue. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça a créé une dépendance qui n'était pas trop forte tant qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe. Parce que l'OTAN, c'est une organisation pour la guerre en Europe. Donc quand on avait des guerres à l'extérieur, on travaillait avec l'OTAN, ça allait à peu près. Quand on était avec les problèmes de Méditerranée orientale, avec la Syrie, avec Chypre, avec l'Égypte, bon, ça se passait bien. Mais là, c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, ça pose un autre problème, c'est que ce n'est plus nous qui commandons nos propres troupes. Quand je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'on est obligé de suivre les recommandations de l'OTAN, et ça pose un vrai problème. Alors la question, effectivement, la question que tout le monde se pose, enfin tous les spécialistes militaires en France se posent, c'est est-ce qu'on doit continuer avec l'OTAN, mais on se fait vassaliser? Est-ce qu'on doit trouver un statut à part dans le cadre de l'OTAN? C'est pas facile. C'est pas facile parce que l'OTAN s'est renforcée avec la guerre en Ukraine considérablement, il faut bien le dire, parce qu'il y a plein de pays qui étaient à côté ou en limite et qui sont maintenant pleinement dedans et qui investissent. Donc, est-ce qu'on peut trouver un terrain plus équilibré, ou alors est-ce qu'il faut faire effectivement une sortie de l'OTAN? Mais dans la situation actuelle et compte tenu de ce qui se passe, c'est un vrai problème. Parce que si on sort de l'OTAN, ça veut dire qu'on quitte, clairement, on quitte l'Alliance occidentale et qu'on va vers les BRICS. Et les BRICS, c'est la Chine et la Russie. C'est pas non plus très enthousiasmant, il faut bien le dire. Donc c'est pas simple.
Si on était resté indépendant, oui, on serait indépendant et on serait mis entre les deux, et on voit qu'on aurait une position. Mais quand le président Sarkozy a décidé ça, il ne pouvait pas prévoir ce qui se passerait 10 ans plus, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on était en dehors de l'OTAN, on aurait une position en or pour être les intermédiaires entre les Ukrainiens et les Russes, et pour plein de choses. Hein. On aurait une position beaucoup plus forte qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, maintenant, on est dedans. Et puis, c'est pas facile d'en sortir. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué, si vous voulez, que le problème se pose pour nous, mais se pose également pour d'autres, hein, en Europe. Hein. Car d'autres, pas les pays du Nord, hein, ils sont autant à 100%. Mais dans les pays du Sud, il y a quand même un certain nombre de questions. Donc il faut voir, mais très très compliqué. C'est certainement le problème le plus compliqué actuellement au niveau politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Merci. Ouais. Merci de m'avoir écouté surtout. Et puis, si j'ai pu vous apprendre quelques petites choses, j'en suis ravi. J'ai essayé de vous transmettre quelques petites choses. Il y a tellement à raconter, mais surtout, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez vous épanouir dans ce que vous avez choisi, vers l'international, parce que c'est vraiment, je le sais pour l'avoir fait moi-même pendant longtemps, le plus beau des métiers, c'est d'aller à l'international. Merci beaucoup, monsieur.